cette symphonie illuminée, la dernière fois que je l'ai reçue, c'était une biographie musicale. On avait droit à une biographie musicale à laquelle j'ai pensé en interrogeant l'auteur du livre sur la biographie de Nelson Frère, que vous connaissez bien en tant que pianiste, bien entendu. Et chaque fois, l'univers de Monsieur Luminet, qui est l'univers des étoiles, se rattache à d'autres univers artistiques. Et aujourd'hui, on va parler avec lui de la peinture, avec les nuits étoilées, vous voyez, dans les étoiles de Vincent van Gogh. Alors on est bien ici à Aix-en-Provence, puisque l'inspiration dont on va parler de ces nuits étoilées est venue à l'artiste par la découverte de la lumière provençale. Oui. Tout d'abord, je voudrais dire que tout au long, effectivement, de ma vie et de mon travail de chercheur, j'ai conduit en parallèle, poursuivi en parallèle mes passions, pratiqué en parallèle toutes mes passions pour la musique, les arts plastiques, donc la peinture, la poésie et la littérature. Après, mon intérêt précoce pour Vincent van Gogh vient beaucoup de facteurs. Ma passion pour la peinture, bien entendu, mais pour ce génie extraordinaire de la peinture, le fait que je suis aussi provençal. Vous habitez à Cavaillon. Vous l'entendez à mon accent, je suis au pied du Luberon, effectivement, à Cavaillon. Et quand on, évidemment, découvre pour la première fois la nuit étoilée la plus célèbre, on y reviendra, il y en a plusieurs. La nuit étoilée la plus célèbre, qui est celle peinte à l'asile de Saint-Paul-de-Moselle, auprès de Saint-Rémy-en-Provence, on ne peut que être étonné, s'interroger sur ce ciel extraordinaire, avec une croissance de lune énorme, des astres de toutes les couleurs, multicolores, des tourbillons dans le ciel, un paysage extrêmement tourmenté. Et quand on connaît un minimum sur la vie de Van Gogh, on sait que quelques mois auparavant, il y a eu cette fameuse crise de démence à Arles. J'y reviendrai après en retissant le fil de la venue de Van Gogh en Provence, mais donc cet épisode de démence à Arles où il s'est coupé le lobe de l'oreille, et après donc, il a accepté de se faire interner à l'asile. Et donc on pourrait penser que ce ciel apparemment complètement fou n'a aucun rapport avec le ciel réel. Et ce livre, donc, c'est le fruit d'une longue quête, d'une enquête que j'ai commencée il y a à peu près 30 ans, au début des années 90, connaissant évidemment une ou deux nuits étoilées de Van Gogh, mais sans avoir eu l'idée d'approfondir davantage. Je tombe en fouillant dans une librairie parisienne. C'était à l'époque où je travaillais, déjà j'ai exercé mon métier, j'avais quitté la Provence et je vivais en région parisienne, et en fouillant dans une librairie, je tombe sur un petit livre que je trouve fort intéressant d'un critique d'art américain, qui était le premier à se poser justement la question sur un possible réalisme astronomique de la nuit étoilée de Saint-Rémy de Provence. Alors, il n'y a pas besoin d'être astronome pour soupçonner à première vue. Je dis ça, mais enfin, certains critiques d'art spécialisés sur Van Gogh ne s'en sont pas aperçus, comme je le raconte dans mon livre. Enfin bon, il ne faut pas être grand clair en astronomie pour comprendre que le paysage représenté, vous avez sans doute en mémoire, la plupart d'entre vous, cet extraordinaire tableau. On voit la colline, les collines des Alpilles, au-dessus, le traîné blanchâtre, ça représente l'aube. Il y a le croissant de lune éclairé par, évidemment, le soleil qui n'est pas encore sorti au-dessus de l'horizon. Puis il y a un astre énorme au-dessus de l'horizon, ça ne peut être que Vénus, bien entendu. Et puis donc quelques autres étoiles, le petit village perché, non, niché, pardon, pas perché, niché au pied des Alpilles, et puis le grand cyprès qui pointe son doigt vers le ciel. Et en analysant donc la correspondance très riche de Vincent van Gogh, on sait que le 19 juin 1889, il écrit à son frère Théo que parmi les toiles qu'il a en train, il y en a une qui représente une étude de ciel étoilé, sans plus. Hein. Van Gogh ne donnait pas de titre à ses œuvres. Une étude, simplement, très modestement, une petite étude de ciel étoilé. Et ce critique d'art avait pensé que Van Gogh avait peint le tableau le 19 juin, le jour où il avait écrit sa lettre, parce que il pensait, comme beaucoup le pensent à tort, que Van Gogh peignait un tableau par jour. Alors c'est vrai que quand on fait le compte du nombre total de tableaux de Van Gogh pendant une certaine durée, par exemple pendant les 2 années à Saint-Rémy-de-Provence, ben, il y avait 700 tableaux, et ça fait pratiquement un tableau par jour. Sauf que il avait plusieurs tableaux en train, comme il l'écrit maintes fois dans sa correspondance. Alors ça m'a intrigué, cette histoire du 19 juin, et moi-même, donc astronome, astrophysicien, je dispose de logiciels astronomiques pour faire des vérifications, c'est-à-dire un logiciel téléchargé, vous
le faire, hein, c'est des logiciels en libre accès. Vous vous positionnez à un lieu donné, vous entrez les coordonnées, le nom du village, peu importe, vous mettez une date et vous recherchez la configuration du ciel réel. Voilà. Et donc, faisant ce travail, en remontant quelques jours, 2-3 semaines avant le 19 juin, parce que je pensais que si Van Gogh avait voulu faire un ciel relativement fidèle, eh bien, elle avait commencé évidemment son tableau avant. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, et ça c'est au début des années 90 seulement, que le 28 mai 1889, à 4h40 du matin, la configuration du ciel était tout à fait fidèle à ce qu'avait représenté Van Gogh. Dans la position des astres, évidemment pas dans leur éclat. Les étoiles sont énormes, le croissant de lune est gigantesque, mais les positions sont fidèles, à la fois pour Vénus, pour la Lune, et puis quelques étoiles de la constellation du Bélier. Donc voilà, donc j'avais simplement écrit à cette époque un petit article qui est intervenu dans 2-3 petits documentaires de télévision sur Van Gogh, sur cette nouvelle date, en montrant qu'il y avait toujours un réalisme de position dans les peintures de Van Gogh, en tout cas dans celle-là. Et puis j'ai laissé reposer pendant plusieurs années. Mon enquête est reprise en 2012. Là, j'ai commencé à avoir accès aussi à la correspondance totale de Van Gogh, une correspondance extraordinaire qui montre d'ailleurs à quel point Van Gogh était un érudit. Il avait une connaissance de toute l'histoire de la peinture, une connaissance de la littérature, il lisait énormément les grands auteurs de son temps, il en parlait à son frère Théo. Donc j'ai une correspondance absolument passionnante, et puis on voit dans sa correspondance, évidemment, bon, les demandes d'aide à son frère Théo qui lui fournissait en peinture, ce genre de choses, son frère Théo qui essayait de vendre ses tableaux sans y parvenir, ce genre de choses, mais surtout, la vision que Van Gogh avait, la haute vision qu'il avait de son art, comme si c'était une mission qu'il avait à remplir sur Terre. Van Gogh, n'oublions pas, avait un côté mystique, il avait tenté dans sa jeunesse d'être pasteur notamment, il n'était pas parvenu parce qu'il était tellement exalté par sa mission de pasteur que les autorités de l'Église l'avaient fait démissionner. Après, donc, il s'était converti effectivement à la peinture. Il avait donc une telle passion pour représenter la nature que... alors, maintenant, je reviens un petit peu en arrière. Donc, en 2012, je commence à étudier la correspondance totale de Van Gogh. Puis il y a quand même d'autres lieux étoilés. Voilà. Alors, dans votre livre, effectivement, oui, il y a plusieurs. Donc, je remonte le fil. Alors, Van Gogh est arrivé à Arles au mois de février 1888. Il voit le ciel étoilé. Il n'avait jamais vu un ciel pareil, évidemment, dans les pays du Nord, en Flandre, dans le Brabant, à Paris, en Angleterre, où il avait vécu également. Et il est émerveillé par la beauté du ciel provençal. Et surtout par la couleur des étoiles. Il a eu une vision colorée absolument incroyable, une finesse de vue, couleur. Quand il écrit immédiatement à son frère et à sa sœur, j'ai vu la nuit étoilée, et il décrit des couleurs des étoiles que nous ne voyons pas. Nous, on voit un petit peu de rouge pour certaines étoiles, un petit peu de jaune, un peu de blanc. Et Van Gogh, il voit des lilas, des violets myosotis, des jaunes citronnés, une description de couleurs absolument prodigieuse. Et il déclare immédiatement, je veux peindre le ciel. Je veux peindre le ciel étoilé. Sauf que c'est un défi technique extraordinaire pour lui. Comment peindre la nuit? Est-ce qu'on met du noir, puis des points blancs dessus? Il l'écrit d'ailleurs. Il dit évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc il va chercher comment résoudre ce défi artistique. Et il va procrastiner pendant plusieurs mois. Jusqu'au mois de septembre 1888. Et au mois de septembre 1888, il est donc installé à Arles, près de la fameuse Maison Jaune, il se rend dans un café, place du Forum à Arles. Aujourd'hui, les lieux n'ont absolument pas changé. Il peint terrasse de café le soir. Et il y a un petit coin de ciel bleu entre les découpes des bâtiments orientés le long de la place du Forum. Et dans ce coin de ciel bleu, il fait la découverte du bleu cobalt très profond pour peindre la nuit. Donc c'est pas le noir, c'est du bleu cobalt. Et puis il commence à peindre quelques étoiles. Et là, je me suis dit, s'il y a eu un certain réalisme de position dans la nuit étoilée de Saint-Rémy, après sa crise de démence, avant sa crise de démence, il y a peut-être aussi un réalisme de position. Et d'autant que dans sa correspondance, il l'écrit plusieurs fois à son frère et à sa sœur, je veux sortir la nuit et peindre le ciel étoilé tel que je le vois. Et donc, effectivement, ce logiciel de reconstitution astronomique
permet de vérifier qu'effectivement, aux alentours du 10 septembre 1888, à un moment où on sait qu'il a à peint, quelques jours près, cette terrasse de café, eh bien, il y a la constellation du Verseau, qui représente la configuration très précise, avec une forme de Y, dans le petit coin de ciel étoilé. Donc, effectivement, il réalise ce qu'il a dit, c'est-à-dire, il veut peindre d'après le réel, à la fois paysage terrestre et paysage céleste. Après, quelques semaines plus tard, 15 jours à peine, donc au début octobre, il se rend au bord du Rhône et il peint une nuit bien plus étoilée avec les constellations de la Grande Ourse. On reconnaît immédiatement les 7 étoiles du chariot de la Grande Ourse au-dessus du paysage terrestre où l'on voit la ville d'Arles de nuit avec les clochers des églises, le pont de Trinquetaille, les réverbères allumés, à l'époque au gaz évidemment, qui se réfléchissent avec des lignes verticales sur le Rhône, tableau extraordinaire. On dit, ben, voilà, il a effectivement peint le ciel tel qu'on le voit. Sauf que quand on se rend à Arles, alors mon enquête a rebondi à plusieurs reprises, parce que comme je le disais, j'ai passé l'essentiel de ma vie de chercheur en région parisienne, et je ne suis revenu dans le sud, m'installer dans le sud qu'en 2014, et donc j'ai pu effectivement me rendre plusieurs fois sur place. Et puis plus récemment, je me suis carrément installé dans un petit village provençal qui s'appelle Le Nôve, qui est à 12 km de Saint-Rémy, à 30 km d'Arles, donc c'est facile de me rendre. Je me suis rendu donc plusieurs fois sur les lieux, et on peut trouver exactement l'endroit où Van Gogh a posé son chevalet pour les différents tableaux qu'il a peints à Arles et à Saint-Rémy-de-Provence. Et quand on est là, ben, on voit que le paysage terrestre représentant Arles et ses clochers d'église est extraordinairement fidèlement représenté. Donc on part avec une photographie actuelle, bien, mais simplement c'est orienté vers le sud-ouest. Alors quand vous connaissez un minimum d'astronomie, vous savez que la Grande Ourse c'est une constellation qu'on ne voit que vers le nord. Donc ça ne correspond pas. Paysage terrestre et paysage céleste ne correspondent pas. Donc il a fait un deuxième travail de montage, d'imagination. Il a superposé les deux. Le ciel du nord était plus intéressant. Il voulait faire la Grande Ourse dans la direction du paysage terrestre, c'était pas très intéressant. Le ciel cette nuit-là. Et donc il a fait un montage entre les deux. Donc toujours un souci de réalisme, de position, mais avec un travail d'imagination qu'il commence à faire avec ce montage tout à fait étonnant. Après, il fait venir Gauguin. Il espère fonder une école de peinture dans le sud. Gauguin hésite plusieurs fois. L'école de Van Gogh, ils se sont rencontrés plusieurs fois à Paris, à l'école de Pont-Aven, et ainsi de suite. Bon, il finit par venir. Ils passent 2 mois ensemble. Ça se passe mal. Ça se passe mal pour diverses raisons, mais la raison la plus intéressante, c'est une polémique, un désaccord esthétique. Van Gogh soutient qu'il veut peindre d'après la réalité, Gauguin soutient qu'il faut peindre d'après l'imagination. Ils ne cessent de se disputer, en buvant beaucoup d'absinthe aussi, ce qui a accentué sans doute la violence de leur désaccord. Et puis donc effectivement, après, au mois de décembre, peu avant Noël, 2-3 jours avant Noël 1888, ils vont ensemble visiter le musée Fabre à Montpellier, donc ils voient Botticelli, par exemple Van Gogh admirait énormément, et quelques autres toiles, et ils recommencent leur discussion, et ils recommencent une violente dispute, voilà. Et donc le lendemain, vous savez, donc Van Gogh, pris d'une première crise de démence, s'approche, menace Gauguin avec un couteau et une lame de rasoir, donc Gauguin part, et puis Van Gogh rentre chez lui, et il se coupe l'oreille. Et donc, premier épisode de démence. Donc il sera interné pendant quelques semaines à l'hôpital d'Arles. La population d'Arles, dès qu'il sort de l'hôpital, d'ailleurs, il a une activité culturelle de voix extraordinaire. On se fait souvent aussi la fausse idée de Van Gogh devenu fou, alors qu'en fait, il aura après 2-3 crises de démence, mais qui dureront seulement 15 jours, 2 semaines, 3 semaines. Et entre ces crises de démence, il est parfaitement lucide. On le dit par exemple dans sa correspondance. Donc il devient extraordinairement actif et productif entre ces crises de démence. Donc il finit par accepter d'être interné à l'asile Saint-Paul de Mosole, un petit peu au nord de la ville de Saint-Rémy. Et donc c'est là qu'il a peint donc sa nuit étoilée. Et je reviens
sur cette analyse que j'avais faite en 1992. Oui, c'était juste sur cet asile dans lequel il a une vue sur la nuit étoilée quand même. Il a une fenêtre qui lui permet d'avoir une vue sur la nuit étoilée. Absolument, oui. Oui. Alors pourquoi je reviens sur la première analyse que j'avais faite? Parce qu'en étudiant plus précisément, en me rendant sur les lieux, d'une part, et puis en étudiant plus précisément la correspondance, on s'aperçoit que le 28 mai 1889, à 14h40 du matin, Van Gogh, en fait, n'était pas encore sorti de sa chambre. Et il n'avait pas le droit. Il venait à peine d'arriver, le médecin lui avait dit non, vous pouvez dessiner, mais ne vous sortez pas de votre chambre. Donc ça veut dire que le ciel qu'il a vu, il l'a vu à partir de la fenêtre de sa chambre. Il l'écrit d'ailleurs à son frère, elle est orientée vers l'est, ça tombe bien, le soleil se lève à l'est, donc Vénus se lève également à l'est, et il écrit, j'ai vu Vénus de la fenêtre de ma chambre. Oui, mais alors après, quand on va à l'île Saint-Paul-de-Moselle, quand on est dans sa chambre, qui a été reconstituée à côté, mais enfin dans la même direction, on ne voit pas du tout les Alpilles, on ne voit pas du tout de petits villages. Donc, il a peut-être peint le ciel qu'il a vu le 28 mai 1889, mais le reste alors? Ben, le reste de sa correspondance nous apprend que ce n'est qu'au mois de juin qu'il a le droit de sortir de sa chambre. Et donc il est descendu de sa chambre. Où l'asile avait un vaste jardin, c'est un champ de blé, plus exactement, avec un enclos, avec de hauts murs. Et il est descendu là, et on peut, par les reconstitutions, s'apercevoir qu'il a peint le paysage des collines des Alpilles à partir d'un autre lieu que de sa chambre, dans une autre direction, parce que les Alpilles ne sont pas dans cette direction-là. Alors aujourd'hui, quand on se rend, ce que j'ai fait plusieurs fois, quand on se rend sur place, à l'endroit où Van Gogh a posé son chevalet pour peindre les Alpilles, on ne les voit plus parce qu'entre-temps, depuis un peu plus d'un siècle, une immense végétation a poussé. À l'époque, l'agriculture était omniprésente et tout était des champs de blé, donc la vue était dégagée sur les Alpilles. Aujourd'hui, évidemment, l'agriculture, c'est en Espagne essentiellement, enfin bon, et donc il y a des grands arbres qui ont poussé, on ne voit plus vraiment les Alpilles. Mais on peut reconstituer, parce que le paysage qu'il a peint des Alpilles est extrêmement fidèle à la découpe particulière des Alpilles, que l'on voit d'ailleurs dans d'autres tableaux. Il a fait beaucoup de tableaux à cette époque représentant le paysage des Alpilles. On reconnaît vraiment les décrochements des falaises et ce genre de choses. Voilà. Donc, à nouveau, donc, une représentation des Alpilles dans une autre direction que le ciel. Et le village de Saint-Rémy-de-Provence, il est au nord, encore dans une troisième direction différente. Donc, d'où est-ce qu'il l'a peint? Et là, je me suis intéressé, toujours à partir de la correspondance, Van Gogh commence à avoir la nostalgie de son pays natal. Et également, il a une admiration folle pour les grands maîtres hollandais du XVIIe siècle, qui sont notamment Van Goyen et Van Ruysdael, qui peignent des petits villages du Brabant avec des clochers très très pointus. Or, le clocher du tableau de Van Gogh, il est extrêmement pointu, beaucoup plus pointu que le petit clocher du village de Saint-Rémy. Et donc, en fait, j'ai découvert et j'ai étudié les tableaux de Van Goyen et de Van Gogh, et j'ai trouvé les églises et des petits villages peints. Van Gogh, quasiment, il avait une mémoire fabuleuse, hein, Van Gogh. Hein. De mémoire, il a refait les villages de Van Goyen, et on croit que c'est Saint-Rémy-de-Provence. En fait, c'est une synthèse entre un petit village provençal qui pourrait être Saint-Rémy et ce village hollandais. Donc finalement, avec cette toile, la nuit étoilée au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, on a une extraordinaire synthèse, un travail, une conjonction, une heureuse conjonction entre une observation réelle du ciel, un travail d'imagination en superposant des plans vus dans des directions différentes, et également un travail de mémoire. Et ces choses-là vont s'accentuer par la suite, si on a le temps de parler encore sur le ultérieur. Il y a aussi, juste quand même, un autre mot sur la nuit étoilée de Saint-Rémy. Vous avez sans doute en mémoire un tourbillon extraordinaire qui est dans le ciel. Vous avez les astres, les étoiles, Vénus, la Lune, et puis au centre, il y a un vaste tourbillon. Ce qui m'avait également interpellé, assez fasciné dans l'ouvrage de ce critique d'art américain, qui s'appelle Adler Quam, qui avait lu, c'est qu'il faisait l'hypothèse que ce tourbillon représentait une galaxie. Alors attention, les galaxies ne sont pas visibles à l'œil nu, mais il se trouve qu'à l'époque, Van Gogh, dans les années 1880, l'astronomie commençait à faire des progrès énormes, l'observation faisait des progrès énormes grâce à la photographie astronomique. Et les premières photographies de galaxies
spirales en forme de tourbillon étaient publiées dans des revues assez lues de l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait un grand vulgarisateur de l'astronomie qui s'appelait Camille Flammarion et qui reproduisait ces images et ces photographies extraordinaires prises par les télescopes de l'époque, reproduisait dans des journaux, dans sa revue L'Astronomie, qui était assez lue. Et donc, Albert Boime faisait l'hypothèse que Van Gogh avait lu Camille Flammarion, on l'avait connu, on l'avait éventuellement rencontré, avait vu ces images et l'avait placé dans le ciel. Alors moi, évidemment, en tant qu'astrophysicien, je pouvais être fasciné par cette idée qu'un artiste passionné par l'astronomie pouvait effectivement mettre dans son tableau quelque chose d'invisible à l'œil, mais qui existait bel et bien avec effectivement cette spirale. Alors, j'ai refait ma constitution astronomique parce qu'il se trouve que la galaxie qui était candidate, qui avait été proposée, qui ressemble effectivement à un tourbillon, n'est pas du tout dans cette direction. Ça s'appelle la galaxie des chiens de chasse, elle est ailleurs. Mais mon logiciel de reconstitution astronomique montrait qu'à l'endroit de la spirale van Goghienne, il y avait une galaxie, spirale vue de face, qui s'appelle, qui est dans la constellation des poissons, on l'appelle la galaxie du fantôme d'ailleurs, et elle ressemble absolument à celle de Van Gogh. Alors je me suis dit, c'est encore plus extraordinaire, il a vraiment vu ces images qui avaient été publiées, cette galaxie avait également été photographiée à cette époque, il a vu cette image et il l'a mise dans le ciel. Voilà. Eh bien, quand j'ai refait mon enquête, je suis revenu sur cette hypothèse qui était, d'une certaine manière, trop belle pour être vraie, puisque tout simplement, l'analyse de toute sa correspondance montre qu'en fait, Van Gogh, contrairement à ce que vous pourriez penser, puisque je vous parle, ne s'intéressait pas du tout à l'astronomie. Le mot astronomie ne figure pas une seule fois dans les milliers de pages de sa correspondance. Il n'a jamais lu ni croisé Camille Flammarion, il ignore totalement son nom. Donc qu'est-ce qu'il a représenté? Tout simplement un tourbillon dans le ciel, puisqu'on trouve d'autres tableaux de la même époque où on a des paysages durs, mais cette fois-ci avec un ciel turbulent, champ de blé après tempête par exemple, et on a exactement les mêmes spirales. Alors c'est peut-être un peu moins joli que l'idée d'une galaxie, mais voilà un petit peu ce travail d'enquête que j'ai fait avec sans cesse de rebondissements. Avec cette enquête, on peut dire que petit à petit, il s'est rapproché de l'idée de Gauguin. Exactement, puisque donc effectivement, au départ, leur querelle, c'est un côté réalisme, l'autre côté imagination, et puis là on voit qu'effectivement, à partir de cette crise-là, Gauguin l'aura influencé, et réciproquement d'ailleurs, et qu'effectivement après il faudra des compositions, également d'après, comme je l'ai dit, également mémoire et imagination, mais toujours en partant tout de même effectivement de scènes réelles. Les Alpilles sont très clairement reproduites, le ciel